Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode 5, je crois, de la saison 3 d'Inspiré de Ferrel, qui arrive déjà un petit peu en retard, puisqu'on enregistre un petit peu en retard, parce que j'ai eu des empêchements, voilà, mes plus plates excuses, j'étais un peu occupé, je suis accompagné de Mathias. Comment ça va, Mathias ? Bah écoute, ça va super bien, j'ai été un petit peu circonspect la première fois que tu m'as soumis le thème de cet épisode. Je me suis dit, tiens, un épisode méta, mais de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler ? Un épisode méta, oui. Oui, et puis je me suis creusé la tête, et puis j'ai fini par trouver un thème qui serait un petit peu méta, mais par contre je suis très curieux d'écouter ta chronique à toi, puisque comme l'idée de cet épisode méta venait de toi, je me demande bien ce que tu as à nous raconter ce soir. Je suis tout oui. En vrai, c'est des questions c'est des questions qui sont liées au cinéma de genre depuis hyper longtemps. Le méta. C'est même un petit peu... c'est peut-être même des questions qui sont posées en priorité par le cinéma de genre. Et en fait, ça faisait un moment que je voulais écrire un petit truc qui parle de méta, tu vois. Et en fait, il s'avère que Mad Movies a publié un dossier à la suite de la sortie de Matrix Résurrection et de Scream 5 sur le méta. Et au moment où c'est sorti, je me suis dit merde. Je peux pas faire juste après, parce que en plus c'est François Co qui l'a rédigé. C'est un excellent dossier sur les métafictions. Et je me suis dit non, c'est pas possible, ça tombe... au moment où j'allais te proposer, viens, enfin, un épisode d'Inspiré de Faits réels sur le thème des métafictions. Et au final, j'ai laissé passer, je sais pas, 1 ou 2 mois... Et je me suis dit, je vais... de toute façon, l'angle que je pensais adopter n'était pas tout à fait celui du dossier édité par Mad Movies. Donc du coup, voilà, épisode sur le thème du méta. Alors je suis toujours... j'ai toujours mes petites racines universitaires qui repopent à différents moments. Là, ça va être le cas. Va pas falloir hésiter à m'arrêter. Hein, si jamais il y a un truc qui est pas clair. Mathias, je compte sur toi. Si jamais je suis pas complètement clair pour me stopper, pour me faire des grands signes. Je chausse mes lunettes, je me concentre, je prends un air intelligent et pénétré, et j'écoute ce que tu as à me dire. Ok, c'est parti. C'est devenu récurrent ces dernières années, dans les blockbusters, dans le cinéma de genre, les séries animées. Tout plein d'œuvres semblent porter dans leur narration une dimension méta, c'est même carrément à la mode. Certains s'en extasient, notamment quand il s'agit de Rick et Morty. J'ai parlé de Rick et Morty, en principe, les gens s'extasient. D'autres en ont marre. À titre perso, je compte plus les fois où j'ai entendu ou lu, sur Twitter, ailleurs, même entre potes, ils partent dans un délire méta et après ça devient trop chelou, tu vois. ou à contrario, c'est super, c'est méta. Et en vrai, ça fait bien 1 ou 2 ans, comme je disais, que la question du méta au ciné me travaille et me pose question, parce qu'elle a été énormément récupérée par les blockbusters dans les années 2010. Non seulement donc parce que c'est devenu, comme je dis, un thème récurrent dans la pop culture, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'on utilise le mot méta pour tout un tas de procédés narratifs et de récits, et qu'à un moment, tout devient plus ou moins méta dans la pop culture à partir du moment où le film ou la série considère un peu le spectateur. Donc je vais essayer, dans cette chronique, de démêler quelques fils, histoire d'essayer d'y voir un peu plus clair. Donc dans cette chronique que j'ai sobrement intitulée « Faut-il en finir avec le méta ?» Et c'est bien parce que c'est une question, mais j'ai pas particulièrement prévu d'y répondre, je préviens tout de suite. Donc tout d'abord, je me suis posé la question de quand était apparue cette notion de méta dans le cadre des œuvres de fiction, et donc plus particulièrement au cinéma. Et l'occurrence la plus explicitement méta que je connaisse, c'est le fameux Elsa Poppin, donc film Universal Pictures, sorti en 1941, qui, avec beaucoup d'humour, raconte l'histoire d'un film en train de se faire, dès le début, après quelques scènes circassiennes représentant les enfers où des hommes déguisés en diablotins battent le fer tandis que des femmes grillent sur des broches, un homme s'adresse directement au projectionniste
pour qu'il repasse une séquence qui vient de se dérouler. S'ensuit une mise en abîme, avec écran dans l'écran, hein, où le projectionniste demande à ce qu'on ne parle pas directement au spectateur dans la salle. Pardon me just a moment, folks. Hey, operator! Hey, you up there running this film. I'd like to see that last part over again. Oh, he can't do that. He's working for the theater. The management won't let him do it. What's the matter? Are you crazy or something? He'll do it for us. I got him the job. That's Cousin Louie. Toots, every time I see you, I get hot and cold at the same time. Give me your lips when you touch. I will not. Louie! Louie! Rewind the film. Oh, come on. Louie! We've been keeping steady company now for 2 days, haven't we? Hey, Louie! Don't go away. Rewind this film, will ya? What's the matter with you guys? Don't you know you can't talk to me and the audience? Well, we're doing it, aren't we? Yes. Ça tombe le 4e mur, ça s'interroge sur les processus même de production du film en train de se faire, sur le milieu du spectacle aussi. Bref, un tas d'idées complètement précurseuses qu'on retrouvera dans bon nombre de comédies, hein, parce que Elsa Poppin d'ailleurs est une comédie. Notamment, on va le retrouver chez les frères Zucker, hein, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais surtout, on va le retrouver chez Mel Brooks, hein, donc Frankenstein Jr., Spaceballs, Dracula mort et heureux de l'être, tout ce genre de comédie des années 80. Donc on retrouve quelques occurrences de films qu'on pourrait qualifier de méta dans les années 50, 60, bon, je pense à Godard, René, et d'autres, hein, Fellini également. Mais je vais sauter quelques années pour atterrir directement dans les années 70. Parce que c'est dans les années 70 que le courant postmoderne va être théorisé, et ben, notamment à partir de certains des films que je viens de citer. D'une part, pour ce qui a trait au rapport entre science et société, donc par le philosophe Jean-François Lyotard, et d'autre part, par le critique et architecte Charles Jenks, pour ce qui est du mouvement artistique qu'on nomme postmodernisme. Donc il y a deux choses qui sont différentes. Il y a ce qu'on appelle la condition postmoderne, qui a été théorisée par le philosophe Jean-François Lyotard, et le postmodernisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est davantage un courant artistique qui, lui, a été théorisé, mais également dans les années 70, à quelques années, à très peu de temps d'écart, vraiment, par Charles Jenks, donc dans ce qu'il nomme le postmodernisme. Et ces deux théories parlent, en fait, d'un changement de paradigme avec ce qu'on appelle l'époque moderne, donc qui précède évidemment le postmodernisme, et ils décrivent, les deux, des manières de voir le monde différentes. Par exemple, dans ce qu'on appelle l'époque moderne, est tirée en grande partie de l'idéologie des Lumières, en fait, des grandes idées des Lumières, qui envisageaient le monde de manière très binaire, et relativement binaire et assez ethnocentrée, donc peu réflexif. Et une partie des changements observés par Lyotard, ça va être notamment en recherche universitaire. Lui, il va vraiment s'intéresser au rapport entre science et société. Et il va étudier, il va réfléchir sur la condition universitaire et sur la recherche universitaire. Et il va observer qu'il y a une forme de réflexivité qui va se mettre en place dans les recherches. C'est-à-dire que les chercheurs ne vont plus seulement étudier leur sujet en position de sachant, mais vont s'inclure en tant que sujet dans leurs travaux. En disant, nous, en tant que chercheurs, on influence les milieux sur lesquels on travaille, tu vois, en sociologie ou en anthropologie, surtout en sciences humaines et sociales d'ailleurs. Donc c'est une posture en fait qui va être un peu méta, tu vois, de se regarder en train de travailler et de se dire, bah moi je travaille dans ce milieu-là, j'influe sur ce milieu-là en tant que chercheur. En art aussi, donc dans le postmodernisme, on va retrouver une forme de réflexivité qui est en fait un autre terme pour définir le méta, hein, pour dire le méta, puisque le pastiche, la parodie, l'ironie, la réflexivité, le mixage, l'hybridation des formes artistiques vont être autant de symptômes du postmodernisme. Par exemple, en architecture, on considère que le Centre Pompidou, donc qui est un mixage de formes, de matières, une hybridation d'architecture, et ben on considère que le Centre Pompidou appartient au postmodernisme en tant que bâtiment. Là où, par exemple, l'époque moderne préférait la linéarité des récits, hein, comparée à la réflexivité, le mixage, l'hybridation et ce genre de choses-là, et ben, en postmodernisme, on va davantage trouver du flash-forward, du flashback, comme j'ai dit, du pastiche, et finalement des structures narratives plus complexes. Donc je dis pas que c'est genre un changement qui s'est fait comme ça d'un coup, mais je dis juste qu'il y a des chercheurs qui ont observé ces changements-là et qui ont, notamment, comme je disais, à partir des films d'Alain Godard, d'Alain René, de Jean-Luc Godard, de Federico Fellini, voilà, ce genre d'auteurs-là. Et qui vont observer en fait tout un tas de changements et qui vont essayer de mettre des mots dessus, et ce mot-là, pour l'art, ça va être le postmodernisme. Donc pour résumer, si on associe la dimension méta d'une œuvre au postmodernisme, si c'est quelque chose que vous entendez des fois, c'est avant tout parce que certains théoriciens donnent en fait la dimension méta comme un symptôme
du postmodernisme, et c'est ce qui ferait par exemple de Elsa Poppin une œuvre qu'on dirait postmoderne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de film méta ? Des films qui intègrent l'existence d'autres films dans leur récit, par exemple. C'est un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de citation, qui font référence à d'autres films, des films qui intègrent les logiques de production de l'industrie du cinéma dans leur récit, donc par exemple, comme je disais, Elsa Poppin, ou même d'autres films comme ceux de Mel Brooks. Spaceballs a une superbe scène sur laquelle je reviendrai si tu veux après en discussion, ou encore par exemple des films qui interpellent directement les spectateurs, qui brisent le quatrième mur, comme on dit, et donc finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le méta. Et on va voir qu'en termes d'intention, ça s'élargit encore un petit peu. Parce que s'il n'est pas le premier film de genre à apporter sa pierre à l'édifice méta, on se rappelle notamment de Freddy sort de la nuit, Scream en est tout de même une étape importante. On le présente plus, écrit par Kevin Williamson, réalisé par un Wes Craven qui va trouver un nouveau souffle après quelques années pas top, pour le dire poliment, porté par David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox ou encore Rose McGowan. Scream commence par une scène de meurtre dans laquelle Drew Barrymore, la future victime, explique qu'elle s'apprête à regarder un film d'horreur et où l'assassin lui pose cette question désormais connue de tous, « What's your favorite scary movie ?» Un peu plus tard dans la scène, il enchaîne avec un quiz sur les slashers pour déterminer si son petit copain mérite de survivre. La question et le quiz, en fait, s'adressent tout autant à la future victime, cette pauvre Drew Barrymore, qu'au spectateur, qui va tenter de répondre et peut-être même s'identifier d'ailleurs davantage à cette pauvre Drew Barrymore, qui donne plusieurs bonnes réponses. Et c'est le premier, à mon avis, le premier petit tour de force de Scream. La victime est une personne plutôt lambda, qui vit dans une grande maison bourgeoise américaine, mais dont rien ne nous laisse penser, rien ne nous laisse entendre qu'elle va pouvoir répondre aux questions correctement. Pourtant, elle le fait. Ça veut dire que les classiques de l'horreur ont été intégrés non plus seulement par les aficionados du genre, comme peut le jouer par exemple Jamie Kennedy un peu plus tard dans le même film, mais par une plus large part d'une jeune génération, ce qui fait en fait entrer, et c'est ce que fait Scream à partir de cette séquence d'intro, fait entrer l'horreur et le slasher dans la pop culture. Et je trouve que c'est une des choses que raconte Scream, et c'est aussi là que démarre la mise en abîme. L'horreur et surtout le slasher est devenu un genre suffisamment populaire, suffisamment codé pour qu'on puisse en produire une caricature et caricaturer ses codes auprès du grand public et que ça marche. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils vont aller encore plus loin, d'ailleurs, ensuite dans la série Scream, sur ce délire méta avec le 2 qui, du coup, présente des meurtres qui sont inspirés d'un film inspiré par les meurtres du premier film. Par les il y a plusieurs couches et tout ça arrive jusqu'à Scream 4 avec cette fameuse introduction complètement zinzin, où on a une succession de mises en abîme où à chaque fois on sait pas si on est en train de regarder le film d'horreur ou si on est en train de regarder des gens qui regardent un film d'horreur ou des acteurs qui jouent un film d'horreur. C'est assez fou. Alors moi je trouve qu'ils vont un peu malheureusement ils vont forcément un peu se diluer dans le feuilleton Scream, parce que il va y avoir une recherche de toujours aller un peu plus loin dans cette dimension méta jusqu'à ce que, à mon avis, ça perde un peu de son sens. Mais je pense que Scream, le premier en tout cas, réussit une chose que je trouve assez importante, c'est que la suite de références qui vont être citées par les différents personnages tout au long du film, elles sont pas uniquement là pour te donner un coup de complice en mode t'as vu, toi aussi tu connais, on les a vus ces films. Ils sont pas simplement méta pour être méta, mais ils servent à inclure les spectateurs les moins connaisseurs du genre en leur expliquant, en leur dévoilant les mécaniques et les tropes du slasher. En fait, le film adopte carrément un ton didactique dès la première scène. Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Nightmare on Elm Street, n'est-ce pas le film où le gars a des couteaux à la place des doigts ? Si, Freddy Krueger. Et pour moi, tout Scream en fait allait dans cette séquence. Drew Barrymore d'ailleurs se permet même un commentaire qui pose d'emblée le type de spectatrice qu'elle est, en déclarant que le premier Nightmare on Elm Street était chouette, mais que quand même les suivants étaient nuls, ce qui au passage est complètement faux. Le méta de Scream n'est pas gratuit. Il peut peut-être le sembler pour les générations suivantes, pour qui ces codes n'ont plus besoin d'être explicités, mais pour moi c'est un move par exemple qui est très différent, celui de Scream, c'est un move qui est très différent de celui de Ready Player One, le film de Spielberg adapté du roman de Ernest Cline, je crois qu'il s'appelle, sorti en 2018, où justement les incursions référentielles ne sont utilisées
que pour leur attrait visuel, qui virent d'ailleurs en bouillie visuelle, au passage, on peut le dire, et qui sont là en fait pour être là simplement comme des références, sans jamais être ni didactique, ni jouer sur la narration, là où Scream prend en fait un malin plaisir à s'expliquer en temps réel, à expliquer ses codes au moyen des autres films qui existent déjà dans ce genre, et il les explique aux spectateurs pour les retourner, ces codes ou pas ensuite. Moins auto-analytique que Scream, mais quand même réjouissant et efficace, La Cabane dans les Bois fera un peu la même chose en 2012, détourner d'autres tropes du slasher horrifique, alors cette fois plus proche d'Evil Dead et de Détour mortel que de Halloween ou Vendredi 13, pour terminer, cette fois dans un festival de films de monstres. Là encore, comme Scream, le film est un succès, il rapporte plus de 380 millions de dollars au box-office, donc ce qui est vraiment une belle réussite. Je crois que la production coûtait en tout et pour tout 30 millions. Donc succès qui, je pense, est en partie dû en fait au jeu avec les codes narratifs du genre, qui explique pour partie ce qui se passe à l'écran et qui du coup évite de laisser toute une partie des spectateurs sur le banc. D'ailleurs, je pense qu'il y avait que la réflexivité de Scream pour susciter quelque chose comme Scary Movie, au passage, tu vois, qui, d'ailleurs, comme le dit François Co dans son article pour Mad Movies, Scary Movie, c'est une comédie qui se moque de la manière dont Scream se moque des slashers, tu vois. Enfin, c'est un commentaire sur le commentaire par l'humour, ce qui est quand même une sacrée mise en abîme. C'est d'ailleurs peut-être en partie Scream aussi, qui a lancé une autre forme de film de genre méta, les séries Z un peu conscientes, les séries Z qui sont conscientes de verser dans la série Z, qui sont ni vraiment des nanars, ni vraiment des comédies. Je pense à Sharknado, à Machete notamment, qui ont eu leur succès dans les années 2010 et qui jouent sur l'explication et la caricature des codes du bis pour produire des films petit budget qui sont censés se regarder au second degré. Donc voilà, chose dont je suis pas particulièrement fan à titre personnel, mais qui a le mérite d'exister et d'occuper les soirées pizza. Pour ce qui est des bisseries, il y a forcément, je pense en partie un héritage de Scream, mais il y a aussi tout ce gros boost qui a été donné par les productions Grindhouse qui ont été faites du coup par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu ce retour de, enfin non, cette mutation en fait, ces nouveaux films qui s'inspirent du cinéma bis d'avant et qui sont très conscients que ce qu'ils font n'est pas du chef-d'œuvre, mais qui s'en amusent. Alors ouais, c'est pour ça que je citais Machete justement, mais Machete va aussi jouer sur une forme de nostalgie. C'est un film qui va être très typé années 80, là où Sharknado pas du tout. Donc c'est aussi deux mouvements dans ce truc-là qui sont légèrement différents. C'est que ça joue pas uniquement sur les codes du bis. Je pense que les films Grindhouse jouent aussi sur la nostalgie, ce que Sharknado ne fait pas. Et donc le dernier exemple d'utilisation méta que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est celui de Matrix Résurrection, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Alors attention, il va y avoir quelques spoilers mineurs, mais bon, vu le nombre d'entrées qu'il a fait au cinéma, j'imagine que de toute façon, peu de personnes avaient envie de le voir. Dans Matrix Résurrection, Thomas Anderson, donc Neo, se retrouve à nouveau coincé dans la matrice. À la fin du 3e volet, il était laissé pour mort, souvenez-vous, dans le monde des machines après avoir mis fin à la guerre. Il s'est fait rafistoler et le revoilà dans une matrice complètement réactualisée avec un twist. Dans cette matrice, le premier film Matrix est un jeu vidéo développé et codé par Thomas Anderson lui-même. C'est son chef-d'œuvre, le pinacle de sa carrière de développeur, et les nouveaux agents de la matrice le persuadent que ses troubles psychologiques sont liés au fait qu'il n'arrive plus à distinguer la réalité de la fiction, thème de Matrix, parce qu'il est obsédé par son œuvre. Alors qu'évidemment, c'est parce que son passé d'élu refait surface, évidemment. Ce que fait le film, et ce que fait Lana Wachowski, c'est accepter que le premier Matrix, vu comme une œuvre majeure et influente à la fois dans le monde réel et dans le film, peut devenir, quand elle est reprise par les dominants et dans le film par les agents de la matrice, un nouveau système de contrôle. C'est-à-dire qu'elle accepte et elle auto-analyse finalement le fait que le premier Matrix a été laissé libre à l'interprétation de tout un ensemble de gens qui ont vu l'inverse de ce qu'elle avait voulu y mettre, et elle utilise cette idée pour casser ce qu'elle n'aimait pas dans le premier volet de la saga. Donc ici, la dimension méta sert à produire un geste d'auteur fort, où Lana Wachowski, en fait, sans renier ce qu'elle a fait, elle produit sa propre autocritique vis-à-vis de Matrix, et vis-à-vis de ce que Matrix a donné dans la culture populaire. Donc on a vu que le méta recouvrait non seulement différents procédés narratifs, mais qu'en plus, il y avait des finalités discursives à son utilisation, qui étaient aussi très nombreuses.
l'autoréférence, le geste d'auteur, le pur effet comique, par exemple dans les films de Mel Brooks, le dévoilement des coulisses, l'explicitation de sa structure narrative, comme dans Scream, ou dans le cas de Matrix, parler des effets aussi que le cinéma a sur le réel. Les utilisations du méta sont nombreuses, et c'est ce qui m'amène à mon inévitable conclusion. Donc je n'ai évidemment abordé que quelques exemples rapidement, mais il y a beaucoup d'autres utilisations de la réflexivité dans le cinéma. Hein. Mais je me pose la question, est-ce que le méta, ce n'est pas un concept un peu faiblard quand il s'agit de désigner par exemple une scène de Rubber où Quentin Dupieux parle au travers de Stephen Spinella pour nous dire qu'il ne faut pas chercher de sens à son film, quand il désigne le récit de Last Action Hero dans lequel un héros de film d'action fictif fait équipe avec un enfant spectateur du dit film, quand Kevin Williamson l'utilise pour caricaturer les codes du slasher, tout en, dans un même mouvement, tentant d'inclure un maximum de spectateurs autour de ses références, ou encore quand Matrix Résurrection met à jour son récit comme on mettrait à jour la Matrice en fait, en y incluant des événements réels pour montrer comment la pop culture peut être utilisée pour exercer une forme de contrôle. Bref, est-ce que quand un concept désigne indistinctement tant de choses à la fois, il est encore pertinent ? Et donc faut-il en finir avec le méta ? Eh bien je ne sais pas. Écoute, déjà je tiens à dire que c'était très clair, contrairement à ce que tu disais en introduction. Tu me rassures. Où tu avais quelques craintes. Non, c'était très clair. C'est un peu touffu au début quand on parlait de postmodernisme. Mais non, j'ai tout compris. Très bien. Eh ben, super. Effectivement, cette question est très compliquée. Est-ce qu'il faudrait pas recentrer des choses ? Parce que c'est vrai que des fois, on appelle méta un petit peu tout, alors qu'on a une simple mise en abîme qui est là et qui n'a pas forcément de concept derrière à aller chercher, de petits clins d'œil, etc. C'est vrai que tout mélangé ensemble, ça affaiblit le nom. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que simplement une référence, une citation, c'est méta ? Tout ça parce que, tu vois, par exemple, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une marque visible dans un film, une marque réelle visible dans un film, est-ce que ça devient d'emblée méta ? Tu vois ? C'est un petit peu compliqué, et en fait quand je regarde les gens qui essaient de lister les films méta, il n'y a jamais les mêmes films dedans. Il y a toujours des films un peu différents et chacun voit un petit peu chacun voit un petit peu le méta à sa porte en fait. Mais oui, non, et puis maintenant en plus il y a une dimension commerciale aussi, parce que méta, c'est le nouveau nom de Facebook par exemple, qui qualifie à la fois l'espèce de maison mère que ça veut regrouper, savoir WhatsApp, Instagram, Facebook. Et une dimension méta qui veulent inclure dans le métaverse. Enfin, je trouve ça ouf. Enfin, pour moi, méta, genre Facebook qui s'appelle méta aujourd'hui, c'est le plus beau hold-up sémantique depuis que l'UMP s'est renommé les Républicains, quoi. Enfin bon, voilà. Ça fait partie des questions qui me turlupinent vraiment. Bah écoute, ce n'est pas moi qui viens de découvrir le concept très élargi du méta qui pourrait t'aider à répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est très intéressant de l'avoir posé, et je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe à la suite. Pour continuer avec ma deuxième chronique, quand tu m'as parlé de méta, je me suis dit, est-ce que j'irais pas dans le pur méta en parlant dans cette émission, dans ce podcast finalement qui parle de cinéma et de séries, de la place des podcasteurs au cinéma et dans les séries. Une chronique méta. En abîme, vois-tu. Oui, une chronique méta dans un podcast sur le méta. Mais vas-y. Ah ben c'est une surcouche de méta. Voilà, je me suis intéressé à la manière dont on les représente, ce qu'ils disent du média, voilà tout ça. Donc on va commencer par le début. Le premier film, en tout cas que j'ai pu retrouver à avoir comme un podcasteur pour personnage principal, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014. Il s'agit de Tusk de Kevin Smith. Je veux pas que t'ailles au Canada demain. C'est pour le podcast. En fait, mon boulot, c'est de voyager et de faire des interviews de gens bizarres. Faites gaffe, les pecnos canadiens. Wallace, le globetrotter, va aller se taper un petit voyage cochon dans le Grand Nord. Bonjour. Je suis un vieil homme qui a profité d'une vie en mer longue et aventureuse. Et après une éternité d'aventures sur tous les océans, je sais que je n'ai aucune envie de passer les dernières années qu'il me reste seul, pas avec toutes les histoires que j'ai à raconter. On est loin de Bifrost ici. Avoir un podcasteur en vedette, c'est quelque chose qui est plutôt logique, puisque Kevin Smith, le réalisateur, a basé cette comédie horrifique sur une idée qu'il a eue en 2013 dans son propre podcast, Smodcast, qu'il anime avec un de ses amis. Et pour donner une idée du côté un peu précurseur de Tusk, le film est sorti quelques semaines
avant le premier épisode de Serial, le podcast de True Crime qui a fait exploser le format aux États-Unis. C'est vrai qu'on a commencé à parler de podcast de manière internationale avec l'énorme succès qu'a eu Serial sur le secteur du True Crime. Eh bien, Tusk est sorti avant le premier épisode de Serial. Tusk, de quoi ça parle ? Ça parle de Wallace Bryton, qui est joué par Justin Long, qui ne fait pas un podcast de True Crime en l'occurrence. C'est le co-animateur du Nazi Party. Vous voyez le jeu de mots avec le Nazi Party, évidemment, en anglais. Un jeu de mots qui vous montre un petit peu le sens de l'humour de ce podcast. Parce que c'est un podcast qui est censé être humoristique, mais qui est surtout horrible, puisqu'il consiste essentiellement à se foutre de la gueule de gens qui apparaissent dans des vidéos sur le net. Et d'ailleurs, justement, au début du film, Wallace Bryton se rend au Canada pour aller interviewer un gamin qui s'est accidentellement tranché une jambe dans une vidéo, qui fait actuellement le buzz sur Internet. C'est une espèce de parodie du Star Wars Kid, tu sais, qui fait des mouvements avec son sabre, sauf qu'il se tranche une jambe. C'est un peu comme si les podcasteurs étaient des youtubeurs, en fait. C'est un petit peu dans ce délire-là. C'est vraiment dans cet esprit-là. En fait, il va là-bas pour donc interviewer ce gamin, sauf que quand il arrive, le gamin est mort. Parce qu'il s'est suicidé justement à cause des moqueries qu'il y a eu sur sa vidéo sur Internet. Et là, on pourrait se dire que Wallace pourrait avoir une grande prise de conscience, qu'il pourrait se dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que finalement je ne suis pas en train de faire le mal ?» Et finalement, non, il n'est pas triste, il est juste très déçu de ne pas pouvoir gratter des écoutes et d'avoir fait le voyage pour rien. Mais il se décourage pas, donc il finit par tomber sur une annonce dans les toilettes d'un bar où un vieil homme lui assure dans cette annonce qu'il a des tonnes d'histoires à raconter. Il se dit « Ah, jackpot, des histoires pour mon podcast, ça va être formidable. » Donc il y va, mais il va vite comprendre que le monsieur, c'est plutôt un psychopathe qui va le séquestrer pour le transformer petit à petit en morse. Voilà, donc c'est le pitch du film, en morse, l'animal, voilà, d'où le titre du film Tusk, qui signifie les canines, enfin les... Ouais, je vois. Je sais pas comment on appelle ça, les dents du morse, tu vois. Donc voilà. Bon, j'ai détesté ce film, on va pas aller très très loin, j'ai détesté le personnage principal, j'ai aucune empathie pour lui, c'est un énorme connard, donc je sais pas si vous avez envie de voir ce film, mais moi j'ai eu vraiment du mal je l'ai même pas fini d'ailleurs, ça m'a saoulé au bout d'un moment, j'ai eu vraiment du mal avec le personnage principal, c'est typiquement le genre de mec, tu vois, qui a changé avec le succès de son émission, qui délaisse sa meuf qui était avec lui depuis le début, qui est juste bonne dans le film visiblement à lui tailler des pipes. C'est la seule scène où on la voit au début du film. Je crois qu'elle a un rôle plus important par la suite, mais j'ai arrêté. Mais en tout cas au début, c'est vraiment ça. C'est juste ça. Et son co-animateur, qui est joué par Haley Joel Osment du 6e Sens, qui n'est pas plus aimable, donc voilà. En gros, pour une première apparition de podcasteur en personnage principal, on peut pas dire que le portrait soit très positif. Ça la fout mal. Voilà, et malheureusement, ça ne s'arrange pas trop par la suite. Alors, petit historique de 2014 à aujourd'hui, ce qui en parfaite cohérence avec l'explosion du média podcast, forcément, il y a eu de plus en plus de personnages de podcasteurs au cinéma et à la télévision. Alors, quelques exemples, tu vois, tu as Archive 80, récemment, qui est sorti sur Netflix. Un ami du héros anime une émission sur les mystères, un petit peu comme nous, avec le Bureau des Mystères, et là, en l'occurrence, c'est un clin d'œil au fait que la série se base sur un podcast, donc le personnage n'est pas si important que ça, c'est vraiment un personnage secondaire, mais tu vois, Archive 81 se base sur un podcast de fiction, et du coup, voilà, ils l'ont adapté sur le monde des VHS plutôt que sur le monde des cassettes audio, ce qui est le cas dans Archive 81, et du coup, ils se sont dit, va quand même mettre un personnage de podcasteur dedans. La plupart du temps, ce type de personnage, c'est purement cosmétique. Ça sert uniquement, assez vulgairement, à être, on va dire, dans le coup. Tu vois. Dans Ghostbusters Afterlife, par exemple, on a un personnage qui s'appelle Podcast parce qu'il a un podcast. C'est un personnage sympathique, ceci dit. Ouais, a priori, c'est un personnage sympathique. Oui. Ouais, donc, ouais. Bon, ça va. Mais c'est vraiment... Ah tiens, il a un podcast, on va l'appeler podcast. Et ça se limite vraiment à ça. C'est juste la vanne. Dans And Just Like That, donc c'est la mini-série qui fait suite à Sex and the City, Carrie Bradshaw est devenue une podcasteuse, puisque visiblement en 2022 c'est plus branché que chroniqueuse dans la presse féminine, du coup elle est devenue podcasteuse. Donc voilà, en fait ce qu'on voit c'est que le podcast c'est à la mode, ça cartonne aux États-Unis, et donc forcément on en a de plus en plus, surtout dans le domaine roi du podcast aux États-Unis qui est celui du true crime. Alors je pense à Serial bien sûr, mais aussi à d'autres émissions et fictions, qui sont pas forcément d'ailleurs du true crime, mais qui s'en rapprochent un petit peu, comme Lore ou Welcome to Night Vale, qui sont sur un délire un peu plus fantastique, mais ou des trucs comme My Favorite Murder, par exemple, qui est un podcast de true crime qui cartonne aux États-Unis et qui a une approche un petit peu plus, légère des meurtres. Donc voilà, la mode est telle qu'il y a aussi des adaptations de podcasts en série ou en film, donc des podcasts fictionnels ou non. Donc il y a Archive 81, comme j'en parlais, il y a aussi Dirty John, Dr. Death, Limetown. Donc c'est vraiment trendy, tu vois, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un truc qui est dans l'air du temps.
Alors du coup, on met des personnages de podcasteurs un petit peu partout. Pourquoi ? Pour apporter cette touche de modernité. Mais à part ça, à quoi ça sert ? Parce qu'en fait, le personnage du podcasteur, il a pas de réelle spécificité par rapport à d'autres archétypes qu'on connaît déjà dans la fiction. En fait, on pourrait le situer quelque part entre la figure du journaliste d'investigation sérieux, historiquement, et un petit peu celle plus récente de l'influenceur agaçant sans morale. Et en fait, quand on mélange ces deux archétypes, on obtient un espèce de négatif du journaliste d'investigation qui n'est plus guidé par son objectif de faire éclater une vérité cachée pour le bien public, mais qui est guidé uniquement par l'appât du gain et de la célébrité. Et c'est un type de journaliste qu'on peut rapprocher d'un autre archétype, qui est celui du journaliste sans scrupules, avide de scoop, comme Gale Weathers dans Scream par exemple. Et j'allais te poser la question, est-ce que tu penses que dans Scream 6, Gale Weathers sera une podcasteuse ? Bah écoute, ça m'étonnerait pas, tu vois, parce qu'on est vraiment là-dedans, ça m'étonnerait pas que Gale Weathers devienne une podcasteuse true crime à succès dans Scream 6, ce serait complètement cohérent, puisqu'ils l'ont fait dans la série Scream. Pas avec Gale Weathers, mais avec d'autres personnages. Et justement, j'y viens. Dans la saison 2 de la série Scream, nous avons Noah qui a une fonction en quelque sorte de voix off intradiégétique pour annoncer des choses. Et dans la saison 1, il y a carrément tout un personnage très important dans la saison 1 qui est une podcasteuse true crime qui vient enquêter sur ce qui s'est passé dans la ville. La plupart du temps, le podcasteur, donc c'est soit cet archétype un petit peu nul, soit juste un personnage fonction qui va faire office, donc comme je le disais, de voix off intradiégétique. Donc Noah dans Scream, mais aussi plus récemment dans Only Murders in the Building, série qui est dispo chez Hulu et sur Disney+ en France. Là, on l'utilise en fait comme un dérivé du personnage d'enquêteur ou d'écrivain qui va faire avancer la narration en lisant à haute voix ce qu'il écrit. C'est un truc qui est très utilisé dans la fiction. Je pense par exemple, pour prendre un exemple qui parlera peut-être à pas mal de gens qui ont Netflix, à Jughead dans Riverdale, typiquement, qui est tout le temps en train d'écrire sur son ordinateur et qui lit ce qu'il est en train d'écrire et ça fait avancer la narration. Donc voilà, dans la grande majorité des œuvres que j'ai vues, c'est soit un personnage fonction, soit un personnage qui est présenté très négativement. Donc dans Tusk, évidemment, et aussi dans le Halloween de 2018, où on trouve un personnage de couple de Britanniques, ce sont deux Britanniques spécialisés dans le true crime, plutôt sensationnalistes. Je sais pas si tu t'en souviens, Hugo. Eh ben écoute, au moment où t'as dit Halloween 2018, je me dis attends. Et puis en fait, oui, si, évidemment, je m'en souviens. Oui. Et oui, parce que dans le film, on nous dit qu'ils ont gagné des prix pour leurs enquêtes, qu'ils réexaminent des affaires de meurtre avec, je cite, un œil nouveau et non biaisé. Donc ce serait, en quelque sorte, quand on les présente comme ça, une version modernisée du journaliste d'investigation. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas bosser. En fait, il y a eu un article qui est formidable que je vous conseille sur le site The Ringer, qui s'appelle « Les podcasteurs d'Halloween sont-ils bons en podcast ?» Et la réponse est sans appel. Alors, je vais vous lister une infime partie de ce qui ne va pas. Donc déjà, ils essayent de parler à Michael Myers, qui est connu pour ne pas parler. Ils proposent de l'argent à Laurie Strode pour qu'elle parle, ce qui est pas très très éthique en termes de journalisme. Puis ils se la mettent à dos alors que c'est censé être l'intervenante principale de leur émission. Ils enregistrent n'importe comment et n'importe où avec 1 milliard de bruits parasites. Donc voilà, en plus de privilégier le bon gros buzz à l'information, leur son doit être horrible, ce qui est quand même dommage pour un podcast. The Ringer dit qu'il leur mettrait 1 étoile sur 5 sur Apple Podcast, et franchement, moi aussi. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a une podcasteuse encore plus critiquable que ce couple de podcasteurs dans Halloween. Elle se trouve dans une autre série, dans Dexter New Blood, donc la suite de Dexter. Nous avons Jamie Chung, l'actrice qui joue Molly Park, une animatrice d'un podcast true crime qui s'appelle Mary Fucking Kill. Vous noterez l'astucieux jeu de mots sur Mary Fuck Kill, évidemment. Et avec ça, vous avez le ton de son émission. Voilà, c'est présenté dans Dexter New Blood comme un des podcasts true crime qui a le plus de succès. Et ça me fout vraiment le cafard quand je vois ce que c'est, puisque l'animatrice exploite clairement des histoires sordides pour la fame, sans se soucier une seconde de son impact sur les familles des victimes. Elle met en avant les tueurs, elle décrit en détail les meurtres et ne s'intéresse pas aux victimes. C'est un personnage qui apparemment a de rares bons côtés sur la fin de la saison, mais qui, pour être honnête, dresse surtout une critique des podcasts true crime, qui ont tendance à glamouriser les tueurs et, malheureusement, parfois, à réveiller des traumatismes chez les proches de victimes. Et cette réflexion-là, qu'on trouve dans Dexter New Blood, elle date de bien avant. J'avais écouté une série d'émissions qui s'appelle « Faites entrer l'accusé prend 20 ans », qui a été diffusée chez Binge Audio, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Et dans les intervenants, il y avait Christophe Ondelat, qui racontait qu'il s'était lui-même posé des questions sur l'impact de « Faites entrer l'accusé », puisque c'était très suivi en prison. Et ce qui se passait, c'est que les prisonniers dont les affaires sont traitées dans l'émission étaient ensuite insultés et harcelés dans les jours qui suivaient l'émission, la diffusion de l'émission à la télé. Donc ça a eu un vrai impact sur eux, et Ondelat, qui est très proche de certains membres de l'administration pénitentiaire,
a avoué que c'était en partie pour ça qu'il avait décidé d'arrêter de présenter l'émission. Alors depuis, il est sur Europe 1, il raconte toujours des affaires judiciaires, mais il s'est ouvert à d'autres histoires moins tragiques, et on sent qu'il y a eu un avant et après cette réflexion-là qu'il a eue en discutant avec les membres de l'administration pénitentiaire. La question du droit à l'oubli, c'est une vraie question qui se pose dans le true crime. Christian Gérin, donc, qui était le producteur historique de Faites entrer l'accusé, avait raconté une anecdote personnelle justement dans cette série chez Binge Audio. Il disait qu'une des personnes impliquées dans l'enlèvement du baron Empin, de grande histoire criminelle française, lui avait écrit pour lui demander de ne pas faire d'émission sur l'affaire, pour préserver son fils de 8 ans, qui ne connaissait pas l'histoire, et aussi pour protéger sa nouvelle famille et éviter de ruiner sa réinsertion en remettant tout ça en lumière et en y associant son nom. Donc Christian Gérin avait décidé de faire quand même l'émission, mais il avait accepté de ne pas citer son nom. Donc pour cette fois-là, un ancien criminel a été épargné, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas été consultés, et alors qu'ils ont purgé leur peine. Et il y a d'un côté les anciens criminels, et surtout, de l'autre côté, les familles des victimes, qui n'ont pas nécessairement envie de revivre encore et encore le drame qui les a frappés avec ces émissions, et surtout avec les nombreuses rediffusions qu'il y a. Ce problème s'était posé sur Faites entrer l'accusé, puisque c'était une émission très populaire à la télévision. C'est une question qui se pose aujourd'hui avec le fort succès du podcast True Crime aussi. Donc quand on prend en compte ces problématiques, on peut se dire que c'est quasi impossible de faire du podcasteur, surtout le podcasteur True Crime, une figure sympathique dans la fiction. Mais il y a quand même une série qui réussit à faire preuve de nuance dans la représentation du podcast True Crime. Je l'ai cité un petit peu plus tôt, c'est Only Murders in the Building, disponible sur Disney+ en France. Selon la police, Tim Kono a bien été victime d'un meurtre, et apparemment c'est l'œuvre d'un givré dans votre genre. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Oui, moi non plus. On devrait faire notre propre podcast. Alors on va y descendre et on va chercher des indices. Vous voulez venir ? Est-ce que je veux m'introduire dans l'appartement d'un mort et fouiller dans ses affaires ? J'ai rien de mieux à faire. Only Murders in the Building nous propose de suivre un acteur à la retraite, un metteur en scène has-been et une jeune femme plutôt mystérieuse qui sont joués par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Ces trois personnes vivent toutes dans le même immeuble à New York. Dans le premier épisode, ils découvrent qu'ils sont tous les trois fans du même podcast, All is not okay in Oklahoma, tout ne va pas bien dans l'Oklahoma, qui est une sorte de parodie de serial qui est animée par une animatrice odieuse qui est jouée, enfin génialement odieuse, qui est jouée par Tina Fey. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance si vous aimez Tina Fey. Et le même soir, alors qu'il y a eu une espèce d'alerte dans leur immeuble et qu'ils se sont retrouvés à écouter tous les trois sur le même ordinateur leur épisode qui venait de sortir, ils apprennent qu'un meurtre a été commis dans leur immeuble. Et à ce moment-là, ils font ce que toute personne rationnelle, fan de podcast ferait visiblement, ils décident d'enquêter et de lancer leur propre podcast, uniquement sur les meurtres qui ont lieu dans leur immeuble, donc Only Murders in the Building. Alors ces trois apprentis podcasteurs, ils sont immédiatement très attachants, parce qu'on les voit découvrir la réalisation d'un podcast amateur. On les voit enregistrer avec un Blue Yeti dans un placard pour l'acoustique, on les voit découvrir qu'il fallait demander l'autorisation pour enregistrer et diffuser les propos d'une personne, par exemple. Et plein de petits détails comme ça. En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on les voit tâtonner. C'est vraiment un ressort comique. Et ça rend ces personnages très humains. Et ça aide à accepter leurs travers, puisqu'évidemment, ils ont beaucoup de travers. On les voit faire les mêmes conneries que les podcasteurs d'Halloween et de Dexter. C'est-à-dire qu'ils vont compromettre des scènes de crime, enregistrer des gens sans leur consentement, se mettre en danger alors que c'est pas nécessaire. Mais ils sont quand même présentés comme attachants, parce qu'on va mettre en avant leur passion plutôt que leur potentielle malhonnêteté. Ça va pas les empêcher de devoir assumer les conséquences de leurs actes à plusieurs reprises dans la série et notamment dans le final, mais contrairement à beaucoup d'autres personnages de podcasteurs qu'on a eu, ces gens-là, on s'y attache un petit peu. Only Murders in the Building, c'est aussi une série qui fait du podcast sa structure narrative. C'est-à-dire que chaque épisode a un titre qui est présenté dans un carton qui rappelle une application de podcast. Et surtout, le mystère va se dévoiler au même rythme que dans un podcast de true crime, avec les rebondissements et avec les changements de direction dans l'enquête. Only Murders in the Building, c'est une série qui a été conçue par des personnes qui aiment le podcast true crime, et ça se sent. Ce sont les scénaristes, on voit qu'ils connaissent le média et qu'ils le décortiquent. Il y a vraiment des séquences qui rappellent, tu en parlais, celle de Randy Mix dans Scream, où un personnage va détailler les codes du format podcast true crime. Le premier épisode doit donner envie en présentant le mystère, le deuxième épisode doit s'intéresser à qui était la victime, le troisième doit ouvrir des pistes, etc., etc. Et c'est justement ce que va s'employer à faire la série en reprenant ces codes tout au long de la première saison. Alors, on le sait tous les deux, et je pense que nos auditeurs et auditrices le savent aussi, le podcast n'est pas qu'un fichier audio à écouter. C'est aussi un bon moyen de créer des communautés autour de ces émissions. Et on voit déjà qu'au début, nos trois personnages principaux sont fans d'une autre émission,
Ils font partie de la communauté des fans de cette émission-là. Mais en créant Only Murders in the Building, ils vont s'attirer eux-mêmes une petite communauté d'auditeurs. Donc il y a d'ailleurs un épisode de la série qui est consacré aux auditeurs d'Only Murders in the Building pour bien marquer que eux aussi ont leur part dans le succès ou non d'une émission. Voire, comme c'est le cas dans la série, dans le succès ou non de l'enquête. Puisqu'il y a un côté participatif dans les podcasts de True Crime où des fois les auditeurs, qui sont un petit peu des enquêteurs du dimanche, vont essayer d'aider et d'apporter leur pierre à l'édifice. Le genre du True Crime, il est par essence sujet aux controverses, sur le droit à l'oubli, sur le respect des victimes, comme je l'ai dit, et Only Murders ne va pas faire l'impasse sur ces problèmes. On parle même du manque de moralité de certains créateurs. Je le disais, donc Tina Fey qui joue Cinda Canning, l'animatrice de All Is Not Okay in Oklahoma. C'est vraiment une personne assoiffée de buzz, une patronne tyrannique qui vole les idées de son assistante, qui n'a aucune empathie. Enfin, elle est vraiment horrible, donc je l'aime beaucoup, évidemment. Et parce que c'est évidemment une caricature qui va dénoncer par l'exagération le milieu du podcast True Crime professionnel. Et c'est là la différence. Le podcast True Crime professionnel qui peut brasser énormément d'argent, notamment aux États-Unis. Et la question du financement du podcast est d'ailleurs abordée à plusieurs moments. Plutôt dans le fond, hein, très honnêtement, mais à plusieurs moments dans la série, notamment avec des histoires de rachat de format et de publicité pour Squarespace. Toute personne ayant écouté un podcast anglophone a déjà mangé des publicités pour Squarespace, évidemment. Donc voilà, Cinda Canning, elle est affreuse, voilà, mais bon, comme elle est jouée par Tina Fey, qui sait très bien jouer ces gens odieux, c'est nickel. Mais en faisant des 3 podcasteurs amateurs les personnages principaux de la série, et en mettant de côté Cinda Canning, Only Murders in the Building, ça permet d'avoir une approche moins manichéenne du média. Parce qu'il y a de tout dans cette série. Il y a un respect, un amour pour le format, il y a une distance pour le critiquer, et surtout une vraie volonté d'essayer de décortiquer ce qui fait son succès. En fait, cette série Disney+, enfin cette série Hulu, mais diffusée sur Disney+, elle est finalement bien plus intéressante par rapport au médium podcast que tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans les séries et les films horrifiques. Et pour un genre, l'horreur, qui est censé aller souvent dans ces limites-là, et essayer d'analyser, essayer de faire un commentaire sur la société, je trouve que c'est une belle occasion manquée. Et pour une fois, le genre s'est fait doubler par la comédie, sur ce coup-là en tout cas. Eh ben écoute, super, c'est disponible sur Disney+, cette... Ouais, et franchement c'est plutôt sympa, donc c'est une dizaine d'épisodes si je me souviens bien, et parce que je me les suis bingés il y a pas très longtemps. Il va y avoir une saison 2 qui est censée arriver, il me semble, cet été. Donc, d'accord, voilà. C'est très sympa. Je connaissais pas du tout. De voir 2 personnes retraitées mener l'enquête avec Selena Gomez, c'est plutôt sympathique. Une bonne galerie de personnages secondaires, et c'est très léger, c'est très sympa. Et pour le coup, quand on aime le média podcast, je trouve que c'est plutôt sympa à suivre, parce que c'est vraiment au cœur de la série, quoi. Et ça a une dimension presque un peu, j'ai l'impression, tu disais... didactique, c'est-à-dire que ça détaille un peu les étapes de la production du podcast en même temps, donc ouais, sur la première saison, une série très méta, encore une fois. Exactement, c'est une série méta sur le podcast. C'est une bonne manière de conclure. Donc pour les recos de cet épisode, deux petits trucs. Je viens de finir la saison 2 de Space Force. Alors Space Force, c'est une série Netflix créée par Craig Daniels et Steve Carell. Donc Craig Daniels qui était producteur sur la version américaine de The Office et créateur de la série Parks and Recreation, Parks and Recs pour les intimes, et qui du coup s'est associé à Steve Carell il y a maintenant 2-3 ans, parce que la première saison elle date pas de l'année dernière, sur une série donc qui s'appelle Space Force et qui raconte l'histoire de la création de la Space Force, donc censée se tenir aux côtés de l'armée de terre et de l'armée de l'air aux États-Unis, mais sans verser, on va dire, dans le The Office de l'espace. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à avoir un The Office de l'espace. La réalisation est beaucoup plus posée, beaucoup plus classique. En fait, on a l'impression de voir un film, une production Netflix en termes de mise en scène, et en termes de décor et tout, c'est beaucoup plus friqué. On voit que, enfin voilà, le casting est balèze. Il y a Steve Carell, donc qui joue le général nerd, le personnage principal. John Malkovich, qui est peut-être mon personnage préféré de cette série, surtout dans la saison 1, où il est complètement atterré par la bêtise de ses coéquipiers. Ben Schwartz, qui était dans Parks and Recreation, les gens qui ont vu Parks and Recs se souviennent de Jean Ralphio, qui était absolument intenable.
Tony Newson et Jimmy O Yang, qu'on a vu notamment dans la série Silicon Valley, dont j'aimais beaucoup les premières saisons. Et dont le spectacle de One Man Show est disponible sur Amazon Prime, il est formidable, oui, regardez-le. Tu l'avais dit, je m'en suis souvenu au moment où j'ai préparé les recos. J'avoue que moi, perso, je suis moins porté sur le One Man Show, j'en regarde vraiment très très peu. Mais là, vraiment, dans Space Force, dans la saison 2 surtout, il est sous-exploité. Clairement, il est clairement sous-exploité. Et donc, c'est une série que je trouve assez agréable. Et pour une principale raison, c'est que c'est une série qui est très tendre avec ses personnages. Et c'est une série qui aime ses personnages. Et en fait, c'est un peu la principale raison pour laquelle on pourrait regarder cette série. Les personnages sont, comme souvent dans les séries où Craig Daniels est impliqué, sont un peu dératés. Mais là où The Office, par exemple, pouvait être un peu cruel à certains moments avec certains de ses personnages, là, la série est hyper bienveillante et hyper tendre avec vraiment tous ses personnages. Et du coup, pour ça, je la recommande. Alors après, je viens de finir la saison 2 et honnêtement, la saison 2, le soufflet retombe un petit peu. Il y a un manque d'enjeu qui est quand même assez criant. On nous fait croire au début de la saison 2 qu'il va se passer quelque chose et que voilà, il y a un petit moment de tension au début de la saison 2. Après, complètement, ça retombe, hein, malheureusement. Mais c'est une série qui se regarde de manière vraiment... ça passe tout seul, ça passe comme une lettre à la poste. Les personnages sont sympas, on suit leurs petites aventures. Je pense que ça ira pas très loin. Je suis pas sûr que ça aille loin au-delà de la saison 3. Peut-être que je me trompe, hein, l'avenir nous le dira. Mais donc voilà, Space Force qui est une série. Alors, pour les gens qui ont vu The Office et Parks and Rec, il faut s'attendre à un rythme un ou deux temps en dessous. Hein, là où parfois The Office et Parks and Rec enchaînaient vraiment les vannes et était parfois un peu corrosif. Là, c'est très peu corrosif et c'est plus lent en termes de rythme. Et parfois, ça donne lieu à des trucs un peu des faux rythmes, un peu étranges, alors que pourtant les vannes sont bonnes. Il y a vraiment des gags que je trouve vraiment très réussis dans Space Force, mais avec un rythme qui est vraiment différent de celui de The Office et Parks and Rec. Donc voilà, Space Force, la saison 2 est arrivée sur Netflix il y a quelques semaines, peut-être un mois, je ne sais plus, et c'est relativement sympa. Et ma deuxième petite reco, c'est un petit jeu vidéo fait par une personne qui s'appelle Forward Escape the Fold. C'est un petit roguelite teinté de RPG. Donc le studio s'appelle Two Tiny Dice et donc il est composé d'une personne, hein, si j'ai bien lu la fiche Steam et la fiche Twitter. Et en fait ça se joue avec des cartes, mais ce n'est pas un jeu de deck building. En gros, votre personnage est une carte, et c'est vraiment, vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est même simplissime. Votre personnage est une petite carte, et vous avez devant vous une colonne de 3 rangées de cartes. Et vous allez devoir le glisser-déposer sur les monstres ou les items qui se trouvent devant vous, qui sont symbolisés donc par des cartes. Et en fait, les combats vont se faire tout seuls. Il y a plein de choses qui vont se faire toutes seules. Et vous allez devoir, en observant les rangées de cartes qui suivent, est-ce que je dois plutôt aller attaquer ce monstre ? Est-ce que je dois plutôt récupérer cet item ? Alors que après, si vous voulez, alors c'est très visuel, donc ça va pas être pratique en podcast, mais quand vous allez sur une rangée, sur la prochaine rangée de cartes, la prochaine rangée de 3 cartes, suivant ce que vous choisissez, si vous avez un monstre sur la ligne au-dessus, qui est juste au-dessus de vous, il va vous attaquer. Donc voilà, il y a tout plein de petits trucs comme ça d'automatisme à prendre. Et en fait, pour le résumer simplement, c'est un RPG à l'os. C'est un RPG vraiment réduit à son squelette, c'est-à-dire que la narration, ça va être vraiment quelques lignes de texte et quelques cartes aussi qui vont symboliser un peu l'environnement quand il y en a. Et on va juste avoir à déplacer son personnage pour arriver à la fin du niveau, arriver au boss. Et si on a déplacé son personnage, si on a bien anticipé les cartes qui arrivent ensuite, et ben normalement on peut battre le boss et aller au niveau suivant. Et donc il y a sans doute plein de petites mécaniques que j'ai pas encore découvertes parce que j'ai joué 1 heure. En fait j'ai joué sur Itch.io à la base, puis sur Steam, puis après il y a eu une démo Steam en bêta fermée à laquelle j'ai pu participer. Puis là, il est sorti le 29 mars, donc je pense que je vais lui mettre un petit peu plus maintenant. Il coûte 8 € et quelques. Il est en ce moment en promo sur Steam autour de 7 €. Et donc c'est un petit jeu très très sympa. Je sais pas s'il y a une version mobile qui est prévue ou même si elle a déjà été annoncée, mais c'est un jeu que je verrai très bien sur smartphone à déplacer en avant une carte comme ça qui
qui finalement ne nécessite que du glisser-déposer, en fait, dans ses choix stratégiques. Donc voilà, c'était tout. Forward Escape the Fold, un petit roguelite RPG, et dans une moindre mesure, la saison 2 de Space Force. Et écoute, moi, de mon côté, j'ai 2 recommandations et une surprise, donc on va commencer par les recommandations. La première, c'est Empoisonné, les oubliés de l'Essonne. Alors, qu'est-ce que c'est? Toi, tu connais déjà, Hugo, puisque oui. je te l'avais envoyé, évidemment. C'est un podcast d'enquête fictionnelle en 6 épisodes, qui est écrit et monté par Charlie Le Méga. Alors je vais vous lire le pitch officiel, puisque je trouve qu'il est bien mieux écrit que ce que j'aurais pu écrire. Au milieu des années 2000, le département de l'Essonne est le cadre de mystérieuses disparitions. Celles de nombreuses lycéennes, a priori sans lien entre elles, si ce n'est cette troublante coïncidence. Juste avant de disparaître, toutes ont été prises de vomissements et d'étranges symptômes inexpliqués. 2 amis d'enfance décident aujourd'hui de mener l'enquête sur ce phénomène qui a marqué leur scolarité. Entre investigation, archives et témoignages, leurs recherches vont les mener bien plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. Donc imaginez 2 amis, comme nous par exemple, qui animent un podcast, comme nous par exemple, mais contrairement à nous, qui nous contentons de compiler des histoires et de les raconter, parfois d'apporter nos maigres analyses sur la question, ces 2 amis-là, ils vont obtenir des informations inédites, qui vont les amener à toucher du bout des doigts quelque chose qui va, comme le dit le résumé, les dépasser très rapidement. Charlie, qui est un fidèle auditeur d'Inspiré de faits réels, m'avait envoyé son podcast pour me demander ce que j'en pensais, donc il sait déjà que j'ai adoré, puisque je lui ai dit, mais j'avais réalisé en préparant cette émission que je ne l'avais pas encore recommandé ici, ce qui est quand même fou, donc c'est maintenant chose faite. Si vous n'avez pas encore écouté Empoisonné, qui a maintenant 2 ans je crois, parce que c'est sorti au moment du confinement, si je me souviens bien, allez-y, parce que c'est vachement bien, donc écoutez Empoisonné, les oubliés de l'Essonne, c'est dispo un petit peu partout en podcast. Et tu disais que c'est entre true crime et fiction, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un podcast de fiction. Ouais. Mais c'est là où c'est un peu méta. C'est un podcast de fiction, mais où, en fait, il joue le rôle de 2 animateurs de podcast. D'accord. De podcast mystère, un petit peu. Voilà, c'est 2 amis qui ont un podcast et qui se souviennent, en fait, d'un truc qui s'est passé quand ils étaient au lycée. Ah oui, donc et c'est full fiction. C'est marrant. On pourrait creuser un petit peu là-dessus, et ils vont creuser et ils vont découvrir des choses. D'accord. Donc voilà, donc c'est de la fiction, mais oubliez le fait que c'est de la fiction quand vous lancez l'épisode 1, parce que c'est vachement bien fait. Faites comme si vous lanciez un nouveau podcast mystère que vous connaissez pas, et vous allez voir, vous allez passer, c'est un super ride, moi j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ma deuxième recommandation, petite précision avant de commencer. Des fois, je mets beaucoup de temps à suivre les recommandations qu'on me fait. J'ai mis plusieurs mois mais c'est pas grave. À me mettre à Game of Thrones. J'ai mis pas loin de 5 ans, dis-toi 5 ans, avant de enfin regarder Twin Peaks sur tes conseils. Et Twin Peaks, attends, saison 3, parce que... Ah non, mais Twin Peaks intégral. Vraiment, oui, là, oui. Ça y est, j'ai tout regardé. Bien avant, là. J'ai tout regardé, c'était formidable, merci. Voilà. De rien. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Je ne sais pas. Je viens à peine de commencer Zelda Breath of the Wild. Je n'ai toujours pas vu la forme de l'eau. Voilà, on en est à ce niveau-là. Mais on fait les choses à son rythme. C'est ça, tu sais. Les recos, on se les note. Et puis, si on les regarde dans 3 ans, on les regarde dans 3 ans. Bah là, justement, la recommandation qu'il y a aujourd'hui, c'est encore un cas similaire. Alors, je sais pas si elle va nous écouter, mais elle se reconnaîtra si elle nous écoute. En 2017, donc il y a 5 ans, je revenais de New York et je parlais de Sleep No More non-stop. Et vraiment non-stop. Et il y a une amie au boulot que je saoulais avec ça à la pause café, qui m'avait dit, mais tu sais, puisque t'aimes bien les trucs d'immersion, les escape rooms, tous ces trucs-là là, qui brouillent un peu la frontière entre le jeu et la réalité, je pense que tu devrais lire Puzzle de Franck Tilliez. Alors Tilliez, je sais pas comment on prononce. Ouais, je sais jamais non plus. Et j'ai enfin acheté le bouquin 5 ans après. Et donc évidemment en occasion, et j'ai adoré. Donc je vous donne le pitch, j'espère que vous ne mettrez pas autant de temps que moi, mais on suit dans ce livre Ilan et Chloé, qui sont 2 fans de chasse au trésor et de jeux en réalité alternée, les fameux ARG, qui tentent de rejoindre le jeu ultime, qui s'appelle Paranoia. C'est un jeu secret, très sélectif, potentiellement mortel, et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire pour ne pas spoiler. Je dirai juste que c'est très prenant, que j'ai dévoré le bouquin en 2 jours. Alors voilà, ne faites pas comme moi, et n'attendez pas 5 ans pour le lire, lisez-le dès que vous le pouvez, parce que c'est vraiment de la bonne, je trouve, voilà, j'aime beaucoup. Si comme moi vous aimez bien ces atmosphères-là, ça devrait vous plaire totalement. Et enfin la surprise. La petite surprise, elle est pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Dans notre épisode de Noël, je vous avais recommandé Sous Scellé.
ces boîtes de jeux là que vous recevez par la poste, qui contiennent une enquête criminelle à résoudre. Vous avez des PV d'audition, des coupures de journaux, des pièces à conviction. Et en gros, avec tout ça, vous devez comprendre ce qui s'est passé. Voilà, je vous en avais, si vous voulez, que je vous en parle un peu plus et réécouter l'épisode de Noël, je décrivais bien plus longuement ce que c'était. Et bien, sur ta reco, j'y ai joué. Et oui, et tu as aimé aussi. Ouais. Toi, tu as fait 2 enquêtes, je crois, à ce jour. J'ai une sur les 2. Ah, t'as pas encore fait la deuxième, d'accord. J'ai pas encore fait la deuxième. Et je crois que tu as fait celle sur le meurtre de Fable Table. Exactement. Sur la mort mystérieuse de Fable Table. Donc, non, mais là, justement, Ben et Chloé, les créateurs de Sous-Scellé, ont entendu Marocco et ils nous ont contactés pour nous proposer de vous faire gagner une boîte à vous, une boîte de jeux. Alors nous allons lancer, normalement au moment où ce podcast sort, ça devrait être disponible épinglé sur notre compte Twitter, un petit tirage au sort pour vous faire gagner une boîte d'Ultime Châtiment. Ultime Châtiment, c'est l'enquête qui a été imaginée par Taous Merakchi, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle a longtemps officié sous le pseudo Jack Parker, qu'elle a écrit plein de livres merveilleux, et que surtout nous avons eu la chance de la recevoir dans le Bureau des Mystères pour notre épisode en public. Donc, précisons voilà, peut-être que le compte Twitter, si jamais les gens veulent aller dessus, parce que ce sera disponible au moment où l'épisode sort, c'est @IFRpodcast. Voilà, tout à fait. @IFRpodcast. Donc voilà... Cette boîte-là, Ultime Châtiment, c'est une boîte que Taous a créée sur le thème de la famille et de la religion. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je crois que Hugo, toi, tu l'as pas encore faite. C'est la deuxième que je n'ai pas encore faite. C'est celle qu'il faut que tu fasses. Je pense que tu vas te régaler, puisque les mécaniques sont un peu différentes, et je pense que ça te plaira beaucoup. Et je pense que ça vous plaira, vous aussi, beaucoup. Donc, si vous voulez gagner Ultime Châtiment, une boîte, rendez-vous sur notre compte Twitter, IFR Podcast. Il vous suffira de retweeter notre concours avec une photo de votre enquêteur préféré, vous aurez une chance de gagner, on fera le tirage au sort dans quelques jours, enfin on mettra toutes les mentions en gros dans le tweet, au moment où on enregistre, on n'a pas encore fait le tweet, mais bon, vous le verrez. Voilà. Bah écoute, c'est tout pour la surprise. Et bah c'est une belle surprise. Je vais pas faire le surprise, je le savais, mais c'est une belle surprise. Non mais on remercie Ben et Chloé qui sont vraiment hyper sympas de proposer ça, je trouve ça c'est un très beau geste, donc ouais, c'est très cool. Bah écoutez, quant à nous, il nous reste à nous dire au revoir, à vous remercier d'être arrivés au bout de ce podcast, et à vous dire à la prochaine. À très bientôt.